Ma femme a rempli la même valise que celle que nous avions emportée pour notre lune de miel, m'a regardé droit dans les yeux et m'a annoncé qu'elle partait pour s'occuper de son ex-copain en phase terminale. Elle a dit qu'il ne s'agissait pas d'amour, mais d'humanité, et que je devrais comprendre parce que je suis censé être un homme bon. Je l'ai regardé franchir cette porte il y a 3 ans, et je me souviens encore avoir pensé que c'était peut-être moi le fou pour avoir l'impression que c'était mal. Tout le monde autour de nous agissait comme si j'étais une sorte de monstre pour avoir simplement remis la situation en question. Comme si le fait de vouloir que sa femme reste à la maison au lieu d'emménager avec un autre homme faisait de moi un égoïste. Sa mère m'a traité de sans-cœur. Sa sœur a posté quelque chose sur Facebook à propos du véritable amour qui transcende l'ego. Et même certains de nos amis ont commencé à me regarder différemment. Mais voici ce dont personne ne voulait parler, elle n'est pas simplement partie pour l'aider à traverser ses séances de chimiothérapie ou pour lui faire ses courses. Elle a littéralement emménagé dans son appartement et a cessé de rentrer à la maison. Laissez-moi revenir en arrière pour que vous compreniez comment nous en sommes arrivés là. Sophie et moi étions mariés depuis 4 ans quand c'est arrivé. Sur le papier, tout allait bien. Nous avions une jolie maison dans un quartier calme en banlieue, des emplois stables, le genre de vie que les gens qualifient d'ennuyeuse jusqu'à ce qu'ils la perdent. Je suis expert comptable. Elle travaillait dans le marketing pour une start-up locale, et nous faisions des trucs de couple normaux, comme nous disputer pour savoir à qui le tour de sortir les poubelles et planifier des vacances que nous ne prendrions probablement jamais. Mais il y avait toujours ce truc qu'elle faisait, elle parlait de son ex, un type nommé Julien, bien plus souvent que ce qui semblait normal. Elle disait des choses comme c'était mon premier grand amour, qui lui avait appris ce que signifiait être vulnérable. Et moi, je me contentais d'acquiescer, parce que qu'est-ce qu'on est censé faire? Dire à sa femme d'arrêter de parler de son passé? Ma mère l'avait remarqué, par contre. Je la surprenais à lancer des regards à Sophie lors des repas de famille chaque fois que son nom était mentionné, mais elle ne m'a jamais rien dit directement à ce sujet. La nuit où tout a basculé a commencé comme n'importe quelle autre soirée. Nous étions au lit. Je lisais un rapport financier pour le travail et Sophie faisait défiler son fil d'actualité sur son téléphone quand soudain, elle a eu un hoquet de surprise. J'ai regardé et son visage était devenu complètement blême, comme si elle venait de voir quelque chose de dévastateur. Elle m'a dit que Julien était malade, vraiment malade. Un cancer de stade 4 avec un mauvais pronostic. Et elle a commencé à pleurer d'une manière qui semblait différente de la tristesse habituelle. C'était comme un mélange de deuil, de panique et de quelque chose que je n'arrivais pas tout à fait à nommer. Je l'ai prise dans mes bras parce que c'est ce qu'on fait, et j'ai dit toutes les choses qu'il fallait dire, à quel point c'était terrible et à quel point j'étais désolé pour lui. Elle a pleuré jusqu'à s'endormir cette nuit-là et je suis resté allongé là, à fixer le plafond, me demandant pourquoi j'avais l'impression de la consoler pour un petit ami actuel plutôt que pour un type de son passé. Les jours suivants ont été intenses. Elle était constamment sur son téléphone à envoyer des SMS à sa famille, à se coordonner avec ses médecins, agissant comme si elle était sa femme au lieu que ce soit moi. J'ai essayé d'être compréhensif parce que, évidemment, le gars était gravement malade et c'est horrible. Mais quelque chose clochait dans toute cette situation. Finalement, je l'ai fait asseoir et j'ai suggéré que nous pouvions aider d'autres manières. J'ai proposé de contribuer financièrement pour ses frais médicaux non remboursés, de mettre en place des livraisons de repas, et même de la conduire pour lui rendre visite à l'hôpital. Je lui ai dit que nous pouvions faire tout cela tout en préservant notre mariage et notre foyer. Elle m'a regardé comme si je venais de suggérer de le laisser souffrir seul. « Tu ne comprends pas » a-t-elle dit. Il n'a personne d'autre. Sa famille vit à l'autre bout de la France. Quelqu'un doit être là pour lui tous les jours. J'ai fait remarquer que tous les jours semblaient excessifs, que peut-être nous pouvions trouver un équilibre. Et c'est là qu'elle m'a traité d'égoïste. La dispute qui a suivi n'en était même pas vraiment une. C'était plutôt comme si elle avait déjà pris sa décision et qu'elle était juste en colère que je ne sois pas immédiatement d'accord. Elle a dit que je n'avais jamais vraiment aimé personne si je ne pouvais pas comprendre ce qu'elle devait faire. Que le véritable amour signifiait le sacrifice. Qu'elle ne pourrait pas vivre avec elle-même si elle l'abandonnait. Alors je lui ai demandé, et m'abandonner moi. Abandonner notre mariage? Et elle a eu ce rire amer en disant que je faisais un drame pour rien. Je ne te quitte pas. Je prends soin de quelqu'un qui est gravement malade. Il y a une différence. Je lui ai demandé combien de temps elle prévoyait d'être partie, et elle n'a pas pu me donner de réponse. J'ai demandé si elle s'attendait à ce que j'attende sagement pendant qu'elle jouait à l'infirmière pour son ex, et elle a dit que si je l'aimais vraiment, je le ferais.
C'est là que j'ai su que ce n'était pas une question de compassion ou d'humanité ou de toutes ces nobles choses qu'elle prétendait. Il s'agissait pour elle de le choisir lui plutôt que moi, et de vouloir que j'appelle ça autrement pour qu'elle n'ait pas à se sentir coupable. 3 jours plus tard, je suis rentré du travail et je l'ai trouvée dans notre chambre avec cette valise de lune de miel ouverte sur le lit. Elle faisait ses bagages méthodiquement, pas de manière précipitée, comme si elle y réfléchissait depuis un moment. Je suis resté dans l'encadrement de la porte à la regarder plier le même pull bleu que je lui avais offert pour Noël, et j'ai demandé si nous pouvions s'il vous plaît en parler une dernière fois. Elle n'a même pas levé les yeux. Elle a juste continué à emballer ses affaires et a dit qu'elle avait déjà pris ses dispositions, que le bail de Julien permettait d'avoir un aidant, que son assurance couvrirait la plupart des coûts, mais qu'elle aurait besoin d'être là à plein temps. À plein temps, comme un travail, comme un mariage. Je lui ai demandé directement si elle le choisissait lui plutôt que moi, et elle a finalement arrêté de faire sa valise et s'est retournée. Un jour, tu comprendras que je fais ce qu'il faut, a-t-elle dit. Tu verras que l'amour n'est pas une question de possession. C'est laisser les gens faire ce qu'ils ont besoin de faire. Elle a fini ses bagages pendant que je restais là, paralysé. Une partie de moi voulait crier, exiger qu'elle reste, lui donner une sorte d'ultimatum. Mais une autre partie de moi calculait déjà ce que coûtaient les avocats spécialisés en divorce et si je pouvais payer le crédit immobilier tout seul. Elle a fermé la valise, et passé devant moi pour aller à la cuisine et a posé ses clés de maison sur le comptoir avec ce petit clic décisif qui semblait bien trop définitif. Je l'ai suivie et j'ai regardé alors qu'elle prenait son sac à main et la valise et se dirigeait vers la porte d'entrée. Elle a marqué une pause, la main sur la poignée, et m'a regardé une dernière fois. Il y avait des larmes dans ses yeux, mais sa mâchoire était serrée, et j'ai réalisé qu'elle s'était déjà attribué le rôle de l'héroïne de cette histoire, et moi celui du méchant qui ne comprenait pas le sacrifice. La porte s'est refermée derrière elle, et je suis resté là dans l'entrée de notre maison, notre foyer, l'endroit que nous avions choisi ensemble et pour lequel nous nous étions disputés sur les couleurs de peinture, et j'ai compris que quand quelqu'un veut partir assez fort, il trouvera un moyen de faire en sorte que ce soit de votre faute si vous essayez de le retenir. J'ai regardé cette porte se fermer et je ne savais pas encore qu'elle se fermait pour toujours, que ce n'était pas une folie passagère dont elle sortirait après quelques semaines. Je pensais que peut-être elle réaliserait ce qu'elle jetait et reviendrait en s'excusant. Je le pensais vraiment, comme un idiot. Je pensais que l'amour, notre histoire et nos vœux de mariage signifiaient quelque chose de plus que ce qu'elle poursuivait en courant au chevet de son premier amour à l'hôpital. J'avais tort sur beaucoup de choses à l'époque, mais j'étais sur le point d'apprendre exactement à quel point. Et il faudrait 3 ans et un bébé qui n'était pas le mien pour m'enseigner la leçon. 3 ans, c'est long pour reconstruire sa vie. Et j'aimerais dire que j'ai passé chaque jour à penser à elle, mais ce serait un mensonge. La vérité, c'est qu'après environ 6 mois à attendre qu'elle revienne, j'ai finalement accepté qu'elle ne rentrerait pas et que je devais tourner la page. J'ai demandé le divorce pour faute, précisément pour abandon du domicile conjugal, ce qui signifiait qu'elle avait volontairement quitté notre foyer sans intention de revenir. La procédure a été étonnamment facile puisqu'elle ne l'a jamais contestée. Elle n'a même jamais répondu au papier que mon avocat a envoyé à l'appartement de Julien. J'ai vendu la maison environ 18 mois après son départ parce que chaque pièce me rappelait les conversations que nous avions eues sur notre avenir, sur les enfants que nous avions prévu d'avoir, sur le fait de vieillir ensemble à cet endroit précis. J'ai déménagé dans un appartement plus petit à l'autre bout de la ville, j'ai recommencé à aller à la salle de sport, j'ai renoué avec des amis que j'avais négligés pendant le mariage. Ma mère a cessé de me lancer ses regards inquiets lors des repas de famille et a commencé à demander si je voyais quelqu'un. La vie n'était pas parfaite, mais elle était à nouveau la mienne. Et j'avais oublié ce que ça faisait. Alors, quand j'ai reçu un appel un samedi après-midi d'un numéro que je ne reconnaissais pas, j'ai failli ne pas répondre. La voix à l'autre bout appartenait au type qui avait acheté notre ancienne maison. Et il semblait agacé et confus à parts égales. Il a dit qu'une femme venait de se présenter à sa porte avec un enfant en bas âge et des bagages, prétendant que c'était sa maison et exigeant qu'on la laisse entrer. Il lui avait dit que la maison avait été vendue il y a plus d'1 an et elle s'était apparemment effondrée en pleurs sur son pas de porte en demandant où j'étais. Il a dit qu'il avait eu de la peine pour elle. Alors, il avait cherché mes coordonnées dans les documents de vente et lui avait donné ma nouvelle adresse pour qu'elle quitte sa propriété. Il voulait me prévenir qu'elle se dirigeait probablement vers chez moi. Et honnêtement, il avait l'air de regretter de s'être impliqué du tout. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et je suis resté assis sur mon canapé à essayer de traiter le fait que Sophie était sur le point de débarquer à mon appartement après 3 ans de silence complet. Environ 20 minutes plus tard,
ma sonnette a retenti, et elle était là. Elle avait l'air différente, plus vieille d'une certaine manière, avec des cernes sous les yeux et les cheveux tirés en une queue de cheval négligée. Le gamin avait peut-être 2 ans, il avait son pouce dans la bouche et me fixait avec ses énormes yeux bruns qui n'étaient certainement pas les miens. Elle avait cette même valise de notre lune de miel posée à ses pieds avec un autre sac de sport en mauvais état. Et pendant une seconde, j'ai eu l'impression de regarder un film de ma propre vie de l'extérieur. Je sais que c'est inattendu, a-t-elle dit, sans tout à fait croiser mon regard, mais je ne savais pas où aller d'autre, et je me suis dit que tu comprendrais. Elle avançait déjà vers la porte comme si elle s'attendait à ce que je m'écarte. Comme si les 3 dernières années n'avaient été qu'un bref entracte, et que maintenant nous reprenions là où nous nous étions arrêtés. Je ne me suis pas écarté. Je suis juste resté là à bloquer l'entrée, essayant de traiter ce que je voyais. Elle a eu l'air agacée que je ne l'accueille pas immédiatement et elle a ajusté l'enfant sur sa hanche et a dit que Julien était décédé il y a environ 4 mois. Elle l'a dit sur un ton factuel, comme si elle m'annonçait un rendez-vous annulé, et j'ai réalisé qu'elle avait déjà fait son deuil et qu'elle était passée à l'étape suivante. Je lui ai dit que j'étais désolé pour sa perte parce que cela semblait être la chose humaine à dire, et elle a hoché la tête comme si elle acceptait des condoléances à des funérailles. Puis elle m'a asséné le coup de grâce. La famille de Julien a repris l'appartement juste après son départ. Elle a dit, je suis resté chez différents amis, mais personne ne peut gérer un enfant en bas âge sur le long terme, et j'ai juste besoin d'un endroit où atterrir pendant que je règle les choses. Elle disait tout cela en essayant de me pousser pour entrer dans mon appartement, comme si elle avait tous les droits d'être là. J'ai mis ma main sur le cadre de la porte et je lui ai demandé pourquoi elle pensait que venir ici était approprié. Elle m'a regardé comme si j'avais posé la question la plus stupide du monde et a dit que nous avions une histoire, que nous avions construit une vie ensemble, qu'elle savait que je comprendrais parce que j'étais une bonne personne. J'ai failli rire à ça, à l'idée qu'être une bonne personne signifiait laisser son ex-femme, qui vous a abandonné, réemménager avec l'enfant d'un autre homme. Elle a continué à parler, disant qu'elle avait tout sacrifié pour Julien, abandonné son travail et sa vie pour prendre soin de lui pendant ces derniers mois, et que maintenant elle n'avait plus rien. Elle a regardé l'enfant puis m'a regardé avec cette expression calculatrice. Tu as toujours voulu des enfants, a-t-elle dit. Léo a besoin d'un foyer stable, d'une figure paternelle, et tu pourrais avoir ça maintenant. C'est là que j'ai réalisé qu'elle n'était pas là parce que je lui manquais ou qu'elle regrettait d'être partie. Elle était là parce que j'étais pratique, stable, le plan de secours sur qu'elle avait gardé dans sa poche pendant qu'elle jouait sa grande histoire d'amour tragique avec quelqu'un d'autre. Je suis rentré dans mon appartement, la laissant debout dans le couloir, et j'ai attrapé le dossier que je gardais dans le tiroir de mon bureau. J'avais gardé les papiers du divorce parce que mon avocat m'avait dit de les conserver pour les impôts. Mais maintenant, j'étais content de les avoir pour une raison complètement différente. Je suis revenu à la porte et je lui ai tendu les papiers, observant son visage alors qu'elle les feuilletait et voyait le jugement final tamponné et signé par un juge. Nous ne sommes pas mariés, ai-je dit. Ça fait plus de 2 ans que nous ne le sommes plus, et ici ce n'est pas ta maison. Ça ne l'a jamais été. Elle fixait les papiers comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Et je pouvais la voir recalculer mentalement le plan qu'elle avait échafaudé quand elle avait décidé de me retrouver. L'enfant a commencé à s'agiter et elle l'a bercé machinalement tout en continuant de regarder ses papiers de divorce. Elle m'a interrogé sur la maison, notre maison, et je lui ai dit que je l'avais vendue il y a 18 mois. Elle a levé les yeux vers moi avec un choc sincère, comme si elle ne pouvait pas croire que j'avais avancé sans attendre qu'elle décide si elle voulait revenir. Tu as vendu notre maison, a-t-elle dit, sa voix montant d'un cran. C'était notre foyer, notre investissement. Tu n'avais aucun droit. Je lui ai rappelé qu'elle avait abandonné ce foyer, abandonné le mariage, et que j'avais tout à fait le droit légal de vendre une propriété que je payais seul. Après qu'elle soit sortie de ses gonds, l'enfant a commencé à pleurer, captant probablement le stress de sa mère, et une partie de moi avait de la peine pour lui parce que rien de tout cela n'était de sa faute. Sophie a essayé une approche différente, adoucissant sa voix et disant « Nous n'avions pas besoin d'être mariés pour que tu m'aides. » Elle a dit que nous avions une histoire, que ce que nous avions partagé signifiait quelque chose, qu'elle savait qu'au fond je tenais encore à elle. Elle avait raison sur le fait que je tenais à elle d'une manière lointaine, de la même manière qu'on tient à n'importe qui avec qui on a passé des années de sa vie. Mais tenir à quelqu'un n'était pas la même chose qu'être responsable de ses choix. Je lui ai posé des questions sur le père de Léo, et elle s'est immédiatement mise sur la défensive. Elle a dit que c'était compliqué, qu'elle ne voulait pas en parler, que ça n'avait pas d'importance parce qu'il n'était pas dans le tableau.
Je lui ai dit qu'en fait ça importait beaucoup parce que cette personne devrait être celle qui l'aide, pas son ex-mari qu'elle avait quitté pour être avec un autre homme. Elle m'a traité de cruel, a dit que je la punissais pour avoir fait la bonne chose, pour avoir été là pour quelqu'un qui avait besoin d'elle. Je l'ai regardée debout dans mon couloir avec cet enfant qui n'avait rien à voir avec moi. Et j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Ce n'était pas exactement de la colère, plus de la clarté. Tu as fait ton choix il y a 3 ans, ai-je dit. Tu as choisi Julien plutôt que notre mariage, plutôt que notre avenir, plutôt que tout ce que nous avions construit ensemble, et c'est très bien. C'était ton droit. Mais tu ne peux pas revenir maintenant et agir comme si je te devais quelque chose parce que ton plan ne s'est pas déroulé comme tu le voulais. Elle m'a regardé comme si j'étais un étranger, comme si l'homme qu'elle avait épousé ne lui dirait jamais une chose pareille. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que l'homme qu'elle avait épousé se serait laissé marcher dessus, l'aurait reprise par culpabilité ou par habitude ou par un sens du devoir mal placé. Mais je n'étais plus cet homme. Elle a ramassé ses valises, luttant un peu avec le poids tout en tenant les hauts, et je n'ai pas proposé de l'aider. Elle m'a regardé une dernière fois, et je pouvais voir défiler une série d'émotions. Colère, incrédulité, humiliation, quelque chose qui aurait pu être de la tristesse sincère. Tu vas le regretter, a-t-elle dit. Un jour, tu réaliseras que tu as gâché une chance d'avoir une vraie famille. Je lui ai dit que j'espérais qu'elle trouverait une solution, que je lui souhaitais sincèrement, à elle et à son fils, d'aller bien, mais qu'elle devait partir maintenant. Elle a marché dans le couloir vers l'ascenseur et je l'ai regardée partir. Cette femme avec qui j'avais autrefois prévu de passer toute ma vie. Maintenant juste quelqu'un que je connaissais autrefois et qui avait fait des choix que je ne pouvais pas suivre. Quand j'ai fermé la porte, je suis resté là 1 minute à juste respirer. Je ne me sentais pas victorieux ou vengé ou aucune des choses qu'on est censé ressentir quand on se défend. Je me sentais fatigué, un peu triste et surtout, j'avais l'impression d'en avoir fini avec toute cette situation. Je pensais que ce serait la fin, qu'elle passerait à autre chose et trouverait quelqu'un d'autre pour la sauver, que nos chemins ne se croiseraient plus jamais. Je me suis versé un verre et je me suis assis sur mon canapé dans mon appartement où elle n'avait jamais vécu, entouré de meubles qu'elle n'avait jamais choisis. Et j'ai senti le poids de 3 années se lever enfin de mes épaules. Les portes s'étaient fermées, cette fois pour de bon, et j'étais en paix avec ça. Ou du moins je le croyais, jusqu'à ce que, 6 mois plus tard, je découvre accidentellement qu'elle était au milieu d'une guerre juridique. Et c'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Je ne prévoyais plus d'avoir quoi que ce soit à faire avec Sophie après qu'elle ait quitté mon appartement ce jour-là. Mais la vie a une drôle de façon de vous ramener dans des situations auxquelles vous pensiez avoir échappé. Environ 6 mois après qu'elle se soit présentée à ma porte, j'ai croisé une vieille amie commune dans un café et elle a immédiatement eu cet air gêné sur le visage comme si elle savait quelque chose que j'ignorais. Après quelques banalités inconfortables, elle m'a finalement dit que Sophie était en plein conflit juridique avec la famille de Julien au sujet de sa succession. Apparemment, elle se faisait appeler sa veuve, prétendant qu'ils avaient une sorte de situation de concubinage notoire, et exigeaient une part de l'assurance vie et des biens. L'ami a dit que ça devenait sordide, que Sophie insistait sur le fait que Léo était le fils biologique de Julien et qu'il avait donc droit à l'héritage, et que toute l'affaire allait au tribunal. Je l'ai remercié pour l'info et j'ai essayé d'agir comme si cela ne me concernait pas, mais quelque chose là-dedans semblait faux d'une manière que je ne pouvais pas tout à fait articuler. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une assignation à comparaître en tant que témoin, ce qui m'a complètement pris au dépourvu. L'avocat de la famille de Julien voulait que je témoigne sur la chronologie du départ de Sophie de notre mariage et de son emménagement avec Julien, apparemment pour établir exactement quand elle m'avait abandonné pour être avec lui et si ce délai corroborait ses affirmations d'une relation engagée. Je ne voulais pas en faire partie. J'ai appelé mon ancien avocat de divorce et je lui ai dit que je préférais rester en dehors de tout ce pétrin. Mais il m'a expliqué que je n'avais pas vraiment le choix une fois que j'avais été assigné. Alors, par un matin froid de fin février, je me suis retrouvé à entrer dans un tribunal que je n'avais jamais voulu voir, portant le même costume que j'avais porté à notre audience de divorce, sur le point de voir la vie de mon ex-femme s'effondrer en temps réel. La salle d'audience était plus petite que ce à quoi je m'attendais, rien à voir avec les versions dramatiques de la télé avec des galeries massives et des boiseries partout. Les parents de Julien étaient assis d'un côté avec leur avocat, tous deux semblant épuisés et en colère de cette manière spécifique qu'ont les gens quand ils sont en deuil et qu'ils doivent se battre en même temps. Sophie était assise de l'autre côté avec Léo dans une poussette près d'elle. Et elle s'était clairement habillée pour attirer un maximum de sympathie, robe modeste, maquillage minimal, cheveux tirés simplement en arrière. Quand elle m'a vu entrer,
son visage est passé par environ 5 émotions différentes en 3 secondes avant de se figer sur ce masque froid de trahison, comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal en me présentant à une audience à laquelle j'avais été légalement contraint d'assister. J'ai pris place au fond et j'ai attendu qu'on appelle mon nom, ayant l'impression de regarder un accident de voiture au ralenti. L'audience elle-même était technique et ennuyeuse au début. Beaucoup de discussions sur le droit des successions et ce qui constitue une union de fait. Mais ensuite, l'avocat de la famille de Julien a commencé à présenter des preuves qui m'ont retourné l'estomac. Des dossiers médicaux montrant que Julien avait subi une chimiothérapie agressive qui l'avait rendu stérile, documentés par son oncologue par écrit avec des dates précises et des résultats d'analyse. Des relevés bancaires prouvant que Sophie avait reçu de l'argent des parents de Julien pendant sa maladie, de l'argent qu'ils avaient envoyé spécifiquement pour aider à ses soins et qu'elle avait apparemment utilisé pour ses propres dépenses. Et puis la chronologie exposée noir sur blanc sur un écran projeté pour que tout le monde puisse la voir. Julien avait été déclaré médicalement inapte à avoir des enfants 8 mois avant la naissance de Léo, et Sophie était encore légalement mariée avec moi pendant une partie de la période où elle serait tombée enceinte. L'avocat n'a pas été subtil sur les implications et j'ai vu le visage de Sophie devenir blême alors qu'elle réalisait où cela menait. Quand ce fut mon tour de témoigner, les questions étaient directes et factuelles. Quand Sophie avait-elle quitté notre mariage? Avait-elle donné une indication sur le moment où elle prévoyait de revenir? Y avait-il eu un contact entre nous pendant les 3 années où elle était partie? J'ai répondu honnêtement parce que j'avais prêté serment et parce que mentir n'aurait aidé personne. L'avocat de Sophie a essayé de me faire passer pour quelqu'un d'amer et de vindicatif lors du contre-interrogatoire, me demandant si j'étais en colère contre mon ex-femme, si je voulais l'avoir punie pour m'avoir quitté. Je lui ai dit que je n'étais plus en colère, que j'avais refait ma vie et que j'étais juste là parce que j'avais été assigné pour fournir un témoignage factuel sur des dates et des événements. La juge a semblé apprécier la franchise car elle a hoché la tête et m'a libéré assez rapidement après ça. Je suis retourné à ma place et j'ai regardé le reste de l'audience se dérouler comme si je regardais un film sur la vie de quelqu'un d'autre. Le moment qui m'a vraiment marqué, c'est quand la mère de Julien a pris la barre. Elle avait la soixantaine, vêtue tout en noir, et elle avait cette dignité tranquille même si on voyait qu'elle tenait à peine le coup. Elle a parlé de la maladie de son fils, de combien elle avait été reconnaissante que quelqu'un soit là pour s'occuper de lui dans ces derniers mois, de comment elle avait envoyé de l'argent et des fournitures sans jamais remettre en question la présence de Sophie parce qu'elle semblait sincèrement dévouée à lui. Puis sa voix a changé, est devenue plus dure, et elle a dit que quelques semaines après le décès de Julien, Sophie avait immédiatement commencé à prétendre être sa conjointe, que Léo était son enfant biologique, qu'elle méritait une compensation pour ses années de sacrifice. Mon fils ne pouvait pas avoir d'enfant après son traitement, a-t-elle dit, la voix brisée. Les médecins nous l'ont dit explicitement, et elle le sait parce qu'elle était là pour ses rendez-vous. Elle a entendu les mêmes informations que nous. C'est là que j'ai vu l'avocat de Sophie se pencher et lui chuchoter quelque chose d'urgent, et quoi qu'il ait dit, son visage s'est décomposé. La juge n'a pas eu besoin de longtemps pour rendre sa décision. Elle a déclaré que les preuves médicales étaient concluantes et irréfutables, que Léo ne pouvait biologiquement pas être l'enfant de Julien, et que les revendications de Sophie sur un statut marital de fait étaient d'autant plus minées par le fait qu'elle était encore légalement mariée avec moi pendant une partie significative du temps où elle vivait avec Julien. La demande a été rejetée dans son intégralité. Sophie a été condamnée à restituer l'argent qu'elle avait déjà reçu de la succession, et elle a été tenue responsable des frais de justice pour avoir intenté ce que la juge a qualifié de procédure abusive. C'était clinique et efficace. Et en regardant cela se produire, j'ai ressenti ce mélange étrange de vindicte et de pitié. De la vindicte parce qu'enfin quelqu'un en position d'autorité dénonçait ses délires et ses mensonges. Mais de la pitié parce qu'elle avait clairement cru à sa propre histoire si complètement que le fait de l'avoir déchirée en public semblait sincèrement la choquer. J'ai quitté le tribunal avant elle parce que je ne voulais pas d'une autre confrontation. Mais alors que je marchais vers ma voiture, mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro que je n'avais pas enregistré. J'ai su immédiatement que c'était elle parce qu'elle avait probablement gardé mes coordonnées toutes ces années, même après que j'ai supprimé les siennes. Le message disait qu'elle espérait que j'étais heureux, que j'avais obtenu ce que je voulais, qu'elle ne me pardonnerait jamais de l'avoir humiliée comme ça devant tout le monde. J'ai fixé ce texte pendant un long moment, et puis j'ai bloqué le numéro et supprimé le message sans répondre. Qui avait-il à dire? Que je n'avais rien voulu de tout ça. Qu'elle s'était attirée ça toute seule en essayant de profiter de la succession de quelqu'un avec un enfant qui n'était pas le sien. Qu'elle avait réécrit l'histoire tant de fois qu'elle avait perdu la trace de ce qui était réellement vrai. Rien de tout cela n'aurait importé parce qu'elle avait déjà décidé que j'étais le méchant de son histoire,
et rien de ce que je dirais ne changerait ce récit qu'elle avait construit. Au cours des semaines suivantes, j'ai entendu par divers canaux qu'elle avait perdu plus que le simple procès. Les amis qui l'avaient soutenue à travers tout ça ont commencé à prendre leur distance une fois que les détails sont devenus publics. Sa réputation dans notre ancien cercle social a été complètement détruite et les gens partageaient apparemment les documents du tribunal sur les réseaux sociaux comme une sorte de conte moral sur le narcissisme et le sentiment que tout nous est dû. Je n'ai participé à rien de tout ça. Je n'ai pas commenté, ni partagé, ni ajouté ma perspective parce qu'honnêtement, quel était l'intérêt? Elle avait fait ses choix et maintenant elle vivait avec les conséquences et j'étais enfin vraiment libéré de toute cette situation. Je n'ai plus jamais entendu parler d'elle après avoir bloqué ce numéro et j'étais reconnaissant pour le silence. Avec le recul maintenant, je ne déteste pas Sophie. La haine demande trop d'énergie et je n'en ai plus à consacrer pour elle ou ce chapitre de ma vie. Ce que je comprends maintenant, c'est qu'elle avait construit toute cette identité autour du fait d'être la personne qui a tout sacrifié par amour, qui était noble et altruiste et au-dessus des préoccupations ordinaires comme les vœux de mariage ou l'honnêteté élémentaire. Elle avait besoin de cette histoire pour justifier le fait de me quitter, pour donner un sens au fait de jeter une vie stable pour quelqu'un qui était gravement malade. Et quand cette histoire a cessé de fonctionner, elle a juste continué à la raconter quand même. Elle a continué d'ajouter de nouveaux chapitres qui faisaient d'elle l'héroïne. Le monde ne vous récompense pas pour les récits que vous créez sur vos propres choix. Et elle a appris ça à la dure devant un juge et une salle d'audience pleine de gens. J'ai appris quelque chose, moi aussi. Quelque chose de peut-être encore plus précieux. Que mes limites n'étaient pas de la cruauté. Que se protéger n'était pas la même chose que d'être sans cœur et que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de refuser de participer au délire de quelqu'un d'autre. Elle a toujours cru que les gens lui devaient quelque chose pour ses sacrifices, mais personne ne lui a jamais demandé de sacrifier quoi que ce soit. Elle l'a juste fait et a ensuite essayé d'envoyer la facture à tout le monde. Qu'en pensez-vous de cette histoire? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires vécues.